Effectivement, il faut être à l'affût de n'importe quel élément d'actualité, notamment avec l'arrivée de l'IA, parce qu'on peut voir qu'il y a des entreprises qui sont complètement disruptées du jour au lendemain, dès l'instant où il y a un outil qui sort. Et au niveau de la responsabilité, si le client, lors du dossier final, de la signature et de l'allocation de ses fonds, il n'y a pas l'argent, le rendement espéré ou le risque qu'il est pris, ça va dévaluer, on va dire, son patrimoine. Alors après, nous, les statistiques, c'était à la sortie de master, le salaire moyen, c'était... Ok, donc en fait, full paquet, je crois qu'il y a eu moins de 30% des juniors, c'est un chiffre qui était sorti d'embaucher par rapport à l'année 2025. Est-ce que dans l'asset management et l'investissement en général, l'IA, tu penses qu'elle peut vraiment disrupter le marché et remplacer complètement des juniors? Alors, la première question, c'est quand aurez-vous besoin de cet argent? C'est vraiment la toute première question. Si vous avez 1 million d'euros à investir, vous allez vous poser 2 questions. Premièrement, comment gagner de l'argent avec? Mais la seconde, surtout, comment ne pas en perdre? Et c'est pour ça aujourd'hui, j'avais envie de parler de la gestion d'actifs. Quand on est étudiant en finance, on parle souvent du M&A, du private equity, c'est un peu ce qu'est à la mode en ce moment. Et pourtant, la gestion d'actifs, la banque privée et comment allouer ses ressources dans des buts d'investissement, ce sont des domaines qui sont vachement passionnants. Ça peut être lié aussi à la macroéconomie, à l'économie en général. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Baptiste. Donc vraiment, merci déjà d'être venu dans l'invitation à l'IAE d'Aix-en-Provence. Merci de me recevoir. Merci à toi, je remercie l'IAE encore une fois, le studio, Louis qui nous a prêté son matériel. Et j'aimerais parler avec toi du coup, déjà de ton parcours, comment tu en es arrivé à la gestion d'actifs, parce que voilà, tu es gérant de fonds chez Kyosei, qui est un fonds sur Aix-en-Provence. Tu es aussi professeur aussi à Aix-Marseille Université, dans un des masters de gestion de patrimoine, et tu es aussi le fondateur, président des apéros de la finance. Donc on va parler un peu de tout ça. Premièrement, dans cette vidéo, je mettrai les timecodes aussi, comme ça vous pourrez accélérer dans les passages qui vous intéressent le plus. Et puis donc on va parler de la gestion d'actifs, des conseils qu'ils pourraient nous donner, des anecdotes, concrètement c'est quoi le métier. Et on ira à la fin de la vidéo sur un peu Aix-Marseille Université et puis des conseils qu'on pourrait vous donner pour vous les étudiants. J'aimerais commencer pour que tu nous définisses un petit peu la différence qu'il pourrait y avoir entre la gestion de patrimoine, la gestion de fortune, la banque privée, les family office. On se perd un peu dans tout ça. Donc est-ce que tu peux rapidement expliquer les différences? Bien sûr, sans problème. Donc, alors, la gestion de patrimoine, en fait, c'est un domaine assez large qui va regrouper différents métiers, différentes compétences, différents besoins et donc différents clients finaux. Alors, on va dire que vous avez au début ce qu'on appelle le CGP, le conseiller en gestion de patrimoine, qui peut être soit indépendant, on parle de CGPI, ou alors non indépendant, qui peut être rattaché à un groupement ou à une banque ou à des assureurs. Ensuite, vous avez effectivement, on parle plus de gestion de fortune. Donc pour des patrimoines un peu plus élevés, on va être sur de l'ordre de 30 à 60 millions d'euros de patrimoine. Okay. Et ensuite, vous avez la banque privée, les family office, qui sont encore 2 corps de métier qui sont englobés dans le domaine de la gestion de patrimoine. Donc voilà pour les différences. Après, est-ce que j'entre un petit peu plus en détail? Ouais, tu peux, parce qu'en fait, c'est vrai que généralement, je pense que dans l'épargne des Français, quand on place de l'argent à la banque, on a un peu ce mythe du conseiller bancaire. Et son argent, on a l'impression qu'il va se dévaluer. Et c'est pour ça que c'est vraiment ces métiers spécialisés pour des gens qui ont de l'argent à placer. Et donc là, dans une logique d'investissement. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, parce qu'on va revenir du coup à la gestion de patrimoine, de Kyosei concrètement, c'est quoi ses spécificités? J'ai vu en japonais, ça voulait dire le but d'agir, d'investir dans un monde meilleur, quelque chose comme ça. Ouais, c'est de travailler ensemble pour l'avenir commun. Exactement. Est-ce que voilà, il y a une spécificité dans ton fonds et concrètement, comment tu en es arrivé là et pourquoi ce métier de la finance aussi? Oui, bien sûr. Alors moi, pour mon parcours rapidement, en fait, je suis resté intégralement à l'université d'Aix-Marseille. Donc j'ai fait licence de sciences éco-gestion, spécialité finance. Et ensuite, j'ai intégré le master finance d'Aix-Marseille. J'ai fait le double diplôme avec HEC Liège qui était proposé. Okay. Et j'ai choisi la spécialité en master 2 à Aix-Marseille en management des risques financiers, donc qui est plus orienté finance de marché. Okay. Suite à quoi j'ai passé des certifications professionnelles et j'ai ensuite intégré une société de gestion de portefeuille, donc Kyosei AM, en tant que gérant financier. Donc là, une société de gestion de portefeuille, dans les différentes familles, c'est la gestion de patrimoine. Ça s'appelle ça. Alors en fait, les sociétés de gestion de portefeuille, ce sont les entreprises qui créent et gèrent les fonds, les véhicules d'investissement, qui seront ensuite utilisés et conseillés par les gestionnaires patrimoine aux clients finaux. D'accord. Donc nous, on crée et on gère les produits qui seront ensuite proposés au client final par l'intermédiaire du conseiller en gestion de patrimoine. Et avec
toujours la couverture d'une banque derrière aussi. Alors, au niveau du client ou de notre... Au niveau du client, quand il va vous allouer les fonds et que vous allez leur apporter du coup ce conseil sur le produit en question que vous leur proposez, comment ça se trame avec la banque? Est-ce que c'est vous qui gérez totalement leurs fonds ou non? Alors, il n'y a pas nécessairement une banque au milieu. Donc, en fait, vous avez le client final qui, lui, va avoir un intermédiaire financier, un conseiller financier. Ok. Ce conseiller financier peut être indépendant, travailler de son côté en tant qu'entrepreneur. Il peut être au sein d'une banque. Donc, vous pouvez avoir votre conseiller bancaire qui peut vous conseiller sur des placements. Ça peut être un conseiller de banque privée si vous avez un petit peu plus d'argent. Et si vous êtes carrément une grosse famille avec un énorme patrimoine, vous pouvez avoir un conseiller et être enveloppé dans un family office. Donc, il n'y a pas nécessairement une banque au milieu. On a le client final, un conseiller qui peut être donc, soit de son côté, soit au sein d'une banque, etc. Et ensuite, vous avez les sociétés de gestion qui, en fait, créent les produits qui seront proposés. Et ces produits, ils vont être effectivement logés dans des enveloppes, des comptes titres, des assurances vie, que sais-je. Et donc, à ce moment-là, effectivement, on peut avoir une banque, un assureur au milieu. En plus. Et alors, concrètement, dans ton métier, c'est quoi ton quotidien? Comment tu vas avoir conseillé les clients, tes prises d'investissement, de décision, gérer le risque? C'est quoi ton quotidien un petit peu sur une semaine type tu peux avoir? Alors, donc moi, mon métier, c'est à la fois de gérer des fonds d'investissement, donc ces fameux véhicules qu'on crée et qu'on gère et qui sont proposés à des clients que nous ne connaissons pas forcément. Et à côté de ça, on a aussi un pôle de gestion privée au sein de QSI Asset Management. Donc l'idée, c'est qu'on a un gestionnaire de patrimoine, un conseiller en investissement financier, qui lui s'occupe du conseil de la relation client. Et moi, mon travail, ça va être de réaliser les allocations financières, donc de choisir en fonction du profil et des objectifs du client, ce dans quoi on va l'investir. Donc par exemple, tu vas avoir un client, il va te dire je veux un rendement de 10% avec tant de risques. Et avec ces critères-là, tu vas devoir choisir le bon, si on résume grosso modo. C'est ça. Alors on ne part pas du rendement, on part toujours de l'horizon de placement et du risque que la personne est prête à assumer. Et c'est à partir de là qu'on lui donne des fourchettes de rendement qui sont réalisables. Ok. Et dans tes prises d'investissement et de décision, comment tu vas gérer ton dashboard? Comment tu regardes l'actualité? Tu sais tel produit, est-ce que vous avez déjà des produits en amont historiquement dans votre fonds? Ou comment ça se passe après, grosso modo? Alors c'est c'est un travail de fond, donc c'est beaucoup de culture générale. Et voilà, comme je dis, un travail de fond, c'est au fur et à mesure on découvre des produits, des offres sur le marché. Et l'idée, c'est de pouvoir un petit peu les analyser et combiner ça effectivement avec l'actualité macroéconomique. En ce moment, il y a un vaste sujet. Voilà. Et à partir de ça, en fait, on combine notre connaissance des produits financiers existants, l'actualité macroéconomique et les objectifs du client et ses contraintes. Et c'est à partir de là qu'on construit les allocations. Donc, on fait des analyses de risque pour le client, on essaie de calibrer son profil. Voilà. Et au niveau de la responsabilité, si le client, lors du dossier final, de la signature et de l'allocation de ses fonds, il n'y a pas l'argent, le rendement espéré ou le risque qu'il est pris, ça va dévaluer, on va dire, son patrimoine. Au niveau de la responsabilité, ça se passe comment au niveau d'un fonds, au niveau même de la personne qui a pris la décision? Comment ensuite on interagit avec le client et est-ce que c'est déjà arrivé par exemple? Est-ce que ça peut… Alors ça survient toujours et puis ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les clients, dès l'instant où ils ont accès à leur compte, à leur relevé en continu sur leur téléphone, quand il y a des périodes un petit peu difficiles, des périodes de volatilité sur le marché comme actuellement, ils ont tendance à décrocher le téléphone, à vous appeler. Mais après, c'est notre rôle aussi d'encadrer, de comprendre que dès l'instant où on est exposé, par exemple, au marché action, pour tout ou partie de son patrimoine, on est exposé à de la volatilité, que c'est tout à fait naturel sur ce genre de produit. Donc en fait, la responsabilité du conseiller, c'est d'avoir proposé des produits qui sont en adéquation avec le profil du client. Donc dans le profil du client, encore une fois, c'est le risque qu'il est prêt à prendre et la maturité, l'échéance, la durée d'investissement. Donc à partir de là, tant que le conseiller a proposé des produits qui étaient en adéquation avec ce profil, on peut difficilement l'attaquer parce qu'après… à moins que vous soyez parti sur des investissements réellement complètement prudents, c'est vous en tant qu'investisseur qui allez supporter le risque de vos placements. Et parce que c'est vous qui allez profiter du rendement si vous l'obtenez. Et au niveau du coup de la rémunération du business model d'un fonds, ça va être en fonction des performances ou des frais que vous faites aux clients. C'est comme ça que le fonds génère du revenu pour les salariés, pour l'entreprise. Alors au niveau de la société de gestion qui crée les véhicules d'investissement, il y a différentes manières de gagner de l'argent. Au moment où vous créez un produit, vous pouvez, par exemple, vous pouvez avoir un
décider qu'il y a ce qu'on appelle des droits d'entrée, un upfront, c'est-à-dire que si vous investissez 100 euros, peut-être qu'il y a un upfront de 1 euro, de 1%. Donc nous, on récupère 1 euro au départ. Ensuite, il y a évidemment les frais de gestion qui sont pris annuellement sur les fonds, ou semestriellement sur les fonds non cotés, et sur les fonds cotés, c'est calculé à chaque valorisation, donc ça peut être quotidiennement, hebdomadairement. Et sur certains fonds, vous avez aussi ce qu'on appelle les commissions de surperformance. Sur les fonds non cotés, on appelle ça du carried interest. Donc vous avez un petit peu ces 3 modes de rémunération. Et par contre, si on se concentre sur l'intermédiaire, donc le conseiller en gestion de patrimoine, là, à nouveau, vous pouvez fonctionner soit à l'honoraire, qui en général n'est pas tout à fait le mode de rémunération retenu. En général, on est plutôt sur la rétrocession, c'est-à-dire que le conseiller va vous faire investir dans un fonds. Ce fonds, il prélève des frais de gestion annuellement. Et il y a une partie de ces frais qui sont rétrocédés à l'intermédiaire. Ok. Et toi, au quotidien, parce que voilà, quand on est étudiant en finance, on doit utiliser des logiciels comme Excel, PowerPoint. Et pour un gestionnaire de fonds, c'est quoi l'outil un étudiant qui aimerait se former? Qu'est-ce qu'il doit vraiment maîtriser, que tu utilises au quotidien, que ce soit même le fait d'être à l'aise avec un client, suivre sur des données financières, par exemple, ça peut être sur Yahoo Finance ou que sais-je. C'est quoi un petit peu ton quotidien sur les outils que tu utilises? Déjà, pour un étudiant en finance, s'il maîtrise Excel, c'est bien. C'est déjà la base. Bon, après, c'est d'autant plus facile maintenant avec les outils qui sont directement intégrés dedans, mais c'est déjà bien. C'est bien de maîtriser aussi les fondamentaux financiers pour être en mesure en fait, de produire des calculs, mais surtout d'avoir un esprit critique sur ce qu'on va lire dans les outils, qu'on n'aura pas forcément calculé soi-même, ou être en mesure d'avoir un esprit critique sur ce qu'on a calculé soi-même dans Excel. Et ensuite, sur les outils, si vous vous destinez à aller dans des grosses structures, c'est bien de s'entraîner, faire de la formation par exemple sur Bloomberg ou des choses comme ça, mais c'est pour des métiers quand même assez spécifiques, ça ne va pas concerner tout le monde. Ensuite, pour les outils intégrés selon les corps de métier, normalement, c'est difficile déjà de s'entraîner dessus en tant que particulier ou étudiant. Mis à part si on veut se faire notre propre investissement et suivre nos investissements régulièrement, peut-être sur un dashboard d'Excel. Les outils proposés aux professionnels et aux particuliers sont différents. Un petit peu différents, mais ils sont en général assez intuitifs. Et dans tous les cas, vous ne serez pas, en général, pas lâché tout seul face à l'outil. On vous expliquera comment vous en servir. Donc pour moi, l'essentiel pour un étudiant, c'est de comprendre la logique financière et les fondamentaux, maîtriser Excel et selon les profils, quelques langages de programmation, ça peut aider aussi. Mais ça, c'est déjà une très bonne base. Et ensuite, les outils annexes, pour moi, c'est du plus. Et en général, ça s'apprend quand même sur le tas. Généralement, même avec le temps, l'expérience et la civilisation. Et comment toi, tu verrais les grands défis de demain sur l'investissement, sur les marchés? Puis on voit que l'actualité est très tendue. Je sais que Financière de l'Arc, qui est un autre fonds, on l'a vu en professeur à l'IAE, et elle était assez sur le rush parce que chaque jour, on avait des nouvelles news qui pouvaient vraiment influencer les marchés. Comment on gère le rush de l'actualité et les grands défis sur les 5-10 prochaines années tu vois qui se trament Alors c'est compliqué parce que comme pour beaucoup de corps de métier de nos jours, on doit gérer l'actualité à court terme dans notre quotidien, c'est-à-dire dans la gestion, notamment quand on est un gérant actif, il y a beaucoup d'impact. Et ensuite, il y a aussi les évolutions qui vont impacter le métier directement et donc nos façons de fonctionner à long terme. Donc il y a un petit peu ces deux aspects-là. Sur l'aspect, on va dire, gestion court terme au quotidien, en fait, ça concerne surtout les gérants actifs. Donc, ce sont les gérants qui vont chercher en fait sur les marchés à tout instant, selon leurs contraintes, la meilleure rentabilité marginale du capital. Donc, ceux qui cherchent à faire peut-être des arbitrages ou à vraiment comprendre ce qui est en train de se passer à court terme sur le marché. Par contre, dès l'instant où vous êtes un gérant peut-être un peu plus soit value, soit un peu plus passif ou même un gérant de private equity. Sur du très très long terme peut-être. Voilà, sur où en fait vous avez une fréquence plus faible en termes d'arbitrage. Là, effectivement, l'actualité, c'est bien de la connaître, mais vous n'êtes pas sous pression comme la première catégorie de gérant. Donc la première catégorie, c'est vraiment si on veut gérer sur du court terme, là il faut faire attention à être vraiment... C'est pas tant gérer sur du court terme, c'est que comme on est en train de sélectionner et d'arbitrer des titres vifs, des actions, effectivement, il faut être à l'affût de n'importe quel élément d'actualité, notamment avec l'arrivée de l'IA, parce qu'on peut voir qu'il y a des entreprises qui sont complètement disruptées du jour au lendemain, dès l'instant où il y a un outil qui sort. Et donc, pour ces raisons-là, il faut effectivement être très, très vigilant quand on est ce type de gérant. Par contre, si vous êtes gérant fonds de fonds, déjà, c'est plus facile.
Parce que vous investissez dans des fonds et ce sont les gérants des fonds qui vont faire ce travail. Et du coup, qui répartissent le risque sur. C'est ça. Oui. Et entre la volatilité, le taux d'inflation ou la transition énergétique, ce serait quoi en vrai le principal enjeu majeur que tu pourrais peut-être. La volatilité, le taux d'inflation. Alors la volatilité, elle est saisonnière, du moins elle n'est pas toujours présente sur le marché. Vous avez des moments de volatilité assez élevés, puis après ça se calme. Donc c'est quelque chose auquel les gérants financiers sont habitués. Ok. L'inflation, ça a fait son grand retour il y a quelques années. Donc encore une fois, pour les vieux gérants, c'est quelque chose qu'ils connaissaient. Pour les gérants un petit peu plus jeunes, c'est quelque chose qu'ils ont appris. Ouais. Mais je veux dire, ce sont des éléments financiers qui font partie intégrante de l'analyse de base. Donc c'est pas un problème en soi, ça fait partie du jeu. Et ensuite, pour ce qui est vraiment effectivement sur les tendances de long terme, bah oui, on a la transition énergétique, on a l'IA et le risque géopolitique qui se matérialise ces dernières années. Et est-ce que tu penses que l'IA, dans ce type de secteur d'activité, ça peut vraiment avoir un impact au niveau même que on voit aux États-Unis, je crois qu'il y a eu moins de 30% des juniors, c'est un chiffre qui était sorti d'embaucher par rapport à l'année 2025. Est-ce que dans l'asset management et l'investissement en général, l'IA, tu penses qu'elle peut vraiment disrupter le marché et remplacer complètement des juniors dans ce genre d'activité, de secteur? Je pense que oui, puisque la base de la théorie financière, c'est quand même de dire que tous les investisseurs ont accès à toutes les informations en tout temps et que les informations sont intégrées dans les prix. Et l'IA, c'est effectivement un vecteur de recherche, de centralisation, d'analyse de toutes ces informations et de la data qui est assez puissant. Et donc oui, effectivement, je comprends tout à fait qu'il y ait des métiers d'analystes qui disparaissent. Parce que c'est vrai, alors, je ne sais pas si Claude, à l'heure actuelle, il a accès à Bloomberg, par exemple, mais c'est vrai que s'il y aurait un partenariat avec Anthropic et Claude qui aurait directement accès aux data de Bloomberg, ben là, sur la théorie du signal et de l'information même de cette asymétrie, parce que c'est grâce à cette asymétrie d'information qu'on peut faire aussi des bénéfices, l'IA risque d'impacter pas mal. Et est-ce que tu aurais une anecdote avec un client, par exemple, sur un conseil que tu as pu faire, qui a vraiment bien marché, ou même un moment un peu de stress que tu as pu avoir au quotidien et comment tu as pu y faire face s'il y en a un qui te vient en tête alors encore une fois, c'est pas moi qui conseille le client directement, mais et puis en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le client français, nous on a une clientèle essentiellement française, c'est pas un client très dynamique, en tout cas dans l'allocation et dans le risque que le client est prêt à prendre. Du coup, on n'a pas trop ce genre de profil, on a plus des gens qui peuvent être contents qu'on leur ait fait leur placement pas trop risqué, relativement lisse. Et justement, je pense qu'ils apprécient aussi qu'il n'y ait pas de ce qu'on appelle de drawdown, c'est-à-dire de grosses variations à la baisse de leur portefeuille. Puis il faut rappeler que le peuple français, on est un des peuples qui a le plus d'épargne. Oui. Je crois que l'épargne cumulée des Français, ce sera vérifié, mais est égale à la dette du pays. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est assez amusant de savoir ça. Et est-ce qu'au quotidien, voilà, on parle des métiers de la finance, il y a des métiers qui sont vraiment à stress, avec des horaires assez tardifs, avec des deals, un deal flow qui est important avec des deadlines. Est-ce que le fait de gérer de la fortune et conseiller des clients, ça amène du stress ou ça reste quand même plus ou moins quand même appréciable parce qu'il y a un contact quand même peut-être plus direct avec un client que si on travaille dans le corporate finance. Comment toi tu le ressens au quotidien à ce niveau-là? Alors nous, chez Kyosei, on est assez bien logés dans le sens où on n'est pas comme je l'expliquais, nous ne sommes pas des gérants actifs. On n'investit pas, nos fonds ne sont pas investis sur des titres vifs cotés. On a plutôt un fonds de fonds. Et pour les allocations pour nos clients, pareil, c'est de l'allocation assez prudente avec des fonds. On a quelques clients à la marge qui veulent avoir des allocations un petit peu plus dynamiques, mais bon, c'est vraiment à la marge. Donc en fait, au quotidien, c'est un quotidien beaucoup moins stressant que le quotidien d'un gérant actif, dans le sens où malgré tout, il faut évidemment se maintenir à jour sur l'actualité macroéconomique, etc. Mais comme on n'a pas la main finalement sur l'arbitrage au niveau des titres, des sous-jacents finaux, c'est forcément un peu moins stressant. Ok. Et pourquoi, d'après toi, tu penses que l'asset management, c'est un peu moins mis en vogue tout de même sur les étudiants qu'on peut voir sur LinkedIn. Il y a eu par exemple Chiara Roberto qui a vachement démocratisé le M&A. Pourquoi l'asset management, il n'y a pas encore c'est pas assez mis en avant, je trouve, alors que c'est un métier qui est assez intéressant, surtout pour des personnes, des profils qui aiment, on va dire, la macroéconomie, l'économie en général, comprendre comment fonctionne.
Pourquoi? Enfin, est-ce que je pense que peut-être les salaires sont plus ou moins bas ou comment? Non, je pense que les salaires sont comparables pour des postes Mm. comparables. Je pense simplement on en parle un peu moins de manière générale. Et en fait, je pense que les sociétés de gestion sont un petit peu plus discrètes que Ouais. les boîtes de M&A Ouais. ou de corpo. Je pense que c'est à peu près la seule raison. Il y a peut-être aussi que les profils sont un petit peu différents parce que finalement, en finance de marché, on peut avoir beaucoup de métiers vraiment liés à la data, donc des quants, Ouais. avec des profils peut-être un petit peu plus matheux. Et je sais pas, peut-être que sociologiquement, il y a aussi Mm. peut-être une catégorie de gens un petit peu plus discrets. En tout cas, les sociétés de gestion, c'est vrai, communiquent beaucoup moins que toutes ces boîtes Que toutes de ces boîtes. M&A. Et ensuite, il faut bien comprendre aussi que dans la grande majorité, les clients des sociétés de gestion, en fait, ça peut être aussi des institutionnels. Oui. Donc finalement, la majorité des encours ne vient pas nécessairement du client final, du Du client. particulier. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'elle communique moins et donc on en entend moins parler, peut-être en tant qu'étudiant. Ok. Et donc, société de gestion et la banque privée. Elle vient où, à quel moment? Parce que c'est un peu le même. Enfin, je ne sais pas si c'est le même métier d'ailleurs sur la banque privée. Et malheureusement, alors je fais une petite parenthèse, mais c'est vrai que ce sont des métiers. Enfin, par exemple, au master de l'IE, c'est très corporate. Et c'est vrai que le métier de la banque privée en général, à moins de prendre une spécialisation, c'est assez peu connu, mine de rien. Donc, la banque privée, comment elle se place au niveau même du scope de la gestion de fortune, gestion de patrimoine? Est-ce que c'est peut être des concurrents directs ou non, vous travaillez quand même main dans la main? Voilà, comment ça se situe quelqu'un même qui veut placer son argent? La banque privée, elle intervient à quel moment? Alors, la banque privée, en fait, c'est un intermédiaire financier, c'est un conseiller financier. Donc, en fait, il va se situer un petit peu en aval de la société de gestion. Et en fait, ça va être un choix parmi le family office, le gérant de fortune, la banque privée, le conseiller en gestion de patrimoine indépendant ou non. Donc, en fait, c'est ceux-là qui se font plus ou moins concurrence. En fait, la réalité, c'est qu'ils vont adresser un marché cible qui est un petit peu différent. Donc, vous pouvez avoir des conseillers en gestion de patrimoine qui cherchent à avoir des gros clients, des gros patrimoines. Mais en fait, ces gros patrimoines, ça ne va jamais excéder certains seuils. Et en fait, dès l'instant où vous êtes dans des seuils, comme je mentionnais, au-delà de 30 millions de patrimoine, soit il y a un CGP qui a réussi à vous obtenir assez bien pour lui, soit vous vous tournez plus vers de la banque privée, effectivement. Et parce qu'en fait, vous êtes en dessous des seuils du family office. Donc en fait, la banque privée, c'est l'entre-deux entre le CGP qui s'intéresse vraiment au retail et le family office. Donc le family office, lui pour le coup, c'est le plus gros. C'est vraiment pour vraiment le plus gros. Là, alors, en banque privée, vous pouvez effectivement aussi avoir des gros patrimoines. C'est un petit peu généraliste, caricatural ce que je raconte. Mais en général, dès l'instant où vous avez quelques centaines de millions de patrimoine et que ça se répartit au sein de votre famille, en fait, il y a toute une dimension vraiment patrimoniale, familiale qui entre en jeu. Et à ce moment-là, c'est vrai que vous avez plutôt tendance à vous détacher de la banque privée et d'avoir votre propre family office. Mais il y a aussi des gens qui restent en banque privée. Encore une fois, c'est caricatural. Ok, très bien. Et pour alors, un étudiant qui aimerait travailler en asset management, dans une société de gestion, ça serait quoi un peu les conseils que tu aurais à donner, que ce soit même au niveau de l'entretien, au niveau des connaissances fondamentales à avoir? Concrètement, c'est quoi les caractéristiques clés qu'il faut avoir si on veut travailler dans ce domaine de la finance? Alors, ça va dépendre déjà du type d'investissement qui vous intéresse. Est-ce que vous êtes, parce qu'une société de gestion, ça peut faire du placement coté, non coté. Ça peut proposer des produits un peu exotiques aussi. Donc déjà, ça va dépendre. Mais la base, encore une fois, c'est d'avoir des fondamentaux en fait, comptables et financiers très solides. De comprendre aussi ce que c'est que la logique financière. D'avoir une base un petit peu en statistique, si vous voulez aller sur de la gestion cotée. Ça, c'est important, notamment dans la gestion du risque. Voilà, pour moi, les compétences clés sont intéressantes. Et après, pour les entretiens, la réalité, c'est que je suis à mon poste, j'ai le même poste depuis la fin de mes études, donc je ne peux pas trop conseiller les gens sur cet aspect. Mais quand tu as eu, toi, ton entretien à l'époque ça s'est fait, en fait, j'ai eu la chance d'avoir un stage, puis une proposition de contrat. Donc, Parce que voilà, pour resituer, voilà, donc on est, moi j'ai fait aussi Aix-Marseille Université et tu viens des masters de là-bas. Alors, comment aussi après t'es venue l'idée, donc à la suite de ton métier, de créer les apéros de la finance? C'est vrai que voilà, on parle beaucoup des écoles de commerce
c'est très en vogue et c'est vrai qu'ils ont généralement plus accès au monde du travail, au marché, sur des postes assez stratégiques et intéressants financièrement parlant. Et pourquoi tu as voulu créer les apéros de la finance, l'endroit où on peut rassembler les alumni, les anciens d'Aix-Marseille Université et l'impact que ça peut avoir et que tu aimerais amener peut-être sur du plus ou moins long terme? Oui, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai gardé un lien donc, avec la faculté d'Aix-Marseille, dans le sens où je me suis mis à enseigner à côté de mon métier de gérant. Et donc, j'ai gardé un lien avec la responsable de formation du master. Et une année, c'est-à-dire l'année dernière, il y a un étudiant en master de gestion de patrimoine qui a souhaité, en fait, c'est lui qui a initié le mouvement, qui a souhaité mettre en place un petit peu un groupe, une dynamique un réseau finalement autour du Master 2, parce qu'à la faculté, effectivement, c'est ce qui manque, d'avoir un réseau d'étudiants et d'anciens étudiants qui se parlent. Qui communiquent complètement. Qui communiquent entre eux. Et donc, au final, on a été... parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le Master 2 Finance à Aix, il y a 4 masters pour les 4 branches. Donc, on a des branches plus corporate, finance de marché, gestion de patrimoine et économie. Et donc, pour... prendre un petit peu des points d'accroche dans chacun de ces masters-là. On s'est retrouvés à 4, donc Rodolphe, Zineb, Alexandre et moi-même, à créer les apéros de la finance. Et l'idée, voilà, c'était de créer un petit réseau, de faire communiquer, en fait, de faire se rencontrer déjà les étudiants actuels avec les alumni, pour pouvoir échanger comme on le fait ici, transmettre un petit peu des notions de ce que c'est que vraiment le marché du travail, ce qui est attendu. Après les études, voilà, complètement. Après les études, pouvoir se faire un réseau, trouver potentiellement des stages ou des opportunités. Et comment tu verrais du coup le marché dans le sud de la France et sud parisien? Tu penses qu'il y a une vraie différence même au niveau des enjeux, du challenge, de l'investissement en général? Est-ce qu'il y a quand même une vraie disparité entre ces deux écosystèmes où ça peut tendre vers la même chose? Honnêtement, ça va être difficile de tendre vers ce qui se fait à Paris. On est quand même beaucoup moins nombreux. Il y a nécessairement moins d'émulsion que là-bas. Donc oui, c'est un petit peu difficile, mais je pense que notamment pour tous les masters dont les étudiants restent finalement après dans la région, je pense au master de gestion de patrimoine qui n'est pas un métier qui s'opère uniquement à Paris, mais partout en France et à l'étranger. Le wealth management, ça existe partout. Oui, complètement. Et peut-être même les métiers de master liés à la corporate finance. Il me semble que les étudiants restent aussi globalement dans la région. Je pense que pour au moins ces deux pendants-là du master, ça peut être intéressant et on peut réellement créer une petite communauté, un petit réseau autour des affaires. Non mais complètement. Et juste, alors j'aimerais revenir sur ce que tout à l'heure, j'ai pas relevé, quand tu as dit investir dans du non-coté. Donc là, ça fait attrait au private equity. C'est complètement ça, ok. Donc il faut avoir là des compétences quand même supplémentaires, ou est-ce que ça peut être une bonne bascule, un étudiant qui aimerait faire peut-être du private equity, commencer par ça, et après peut-être gagner en compétences, essayer de se créer un réseau, ou c'est quand même là, ça reste complètement... Et après basculer sur le côté? Ouais, le côté directement. C'est quand même pas la même chose. Pour moi, l'aspect notamment statistique, langage de programmation, l'aspect un petit peu plus matheux et vraiment logique financière, c'est un petit peu plus attrait à la gestion côté. Quand on s'oriente vers le private equity, là effectivement c'est de l'analyse financière pure et dure. Modélisation, Après quand on arrive sur des montages un petit peu plus complexes, ok, il faut de la logique financière, mais par contre l'aspect statistique, tout ça, ça rentre pas vraiment en jeu. Et aussi au niveau du coup du type de client, comme c'est des grosses fortunes, ce sont généralement des entrepreneurs, des professions libérales, des industriels, c'est quoi un petit peu quand même Alors le type de client, ça va dépendre donc déjà de qui êtes-vous en tant qu'intermédiaire financier. Est-ce que vous êtes un CGPI? Est-ce que vous faites partie d'un groupement? Est-ce que vous êtes un banquier privé? Et vous avez tous les corps de métier qui sont représentés. En fait, c'est un cabinet de gestion de patrimoine, comme n'importe quelle entreprise, il va avoir sa propre stratégie et il va peut-être orienter son marché cible sur tel segment ou un autre. Chaque cabinet, chaque banque privée aura sa stratégie comme n'importe quelle sa spécialité. Voilà. Et par exemple, donc, toi pour Kyosei, vous avez vraiment cet aspect aussi, tu m'avais parlé l'autre jour, un peu de transition énergétique, sur avoir des produits financiers qui sont ESG. C'est un peu ça maintenant la tendance et les logiques qu'on essaye d'avoir
Alors nous effectivement on a un fonds non coté, un fonds de private equity qui est comme on appelle article 9 SFDR, c'est-à-dire qui est un fonds à impact. D'accord, ouais. Donc il va financer des entreprises, on entre au capital d'entreprises qui ont intégré dans leur modèle d'affaires en fait tous ces enjeux environnementaux et sociaux. Ok. Donc, c'est au cœur de leur business model et c'est ce qu'on appelle l'investissement à impact. Après, au niveau de la clientèle, donc effectivement il y a une réglementation qui était passée en 2022, la réglementation SFDR, qui en fait souhaitait mettre voilà, la durabilité, l'extra-financier au cœur des investissements. Ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas une si forte demande, ou du moins pas aussi marquée que ce qu'on aurait pu le croire au niveau de la clientèle. Donc, vous avez effectivement quelques clients qui peuvent avoir des demandes, mais en fait, c'est vraiment un segment de marché. Très niché. Et donc, vous avez effectivement des CGP qui peuvent s'orienter et proposer exclusivement des produits d'investissement qui sont labellisés verts et qui donc qui vont toucher principalement une clientèle que ça intéresse. Vous en avez d'autres qui ne sont pas du tout intéressés par ça. Ni les clients, ni l'intermédiaire, donc voilà, ils n'en proposent pas. Ok. Et j'aimerais finir avec 2 dernières questions. Alors, les étudiants, c'est généralement ce qu'on demande, le salaire attendu après la sortie d'études. Parce qu'on voit beaucoup de choses, je pense qu'il y a beaucoup aussi ce gonflement des salaires et ce que des non-étudiants attendent. Ça peut être quoi voilà, le salaire attendu en fonction, ça va être différent quand on est en banque privée, société de gestion, family office, mais si on pourrait sortir une fourchette d'un étudiant voilà, par exemple qui sort de la fac d'Aix-Marseille Université, qui veut travailler dans ce domaine d'activité-là, ça serait quoi une fourchette de prix au démarrage post-master 2 à quoi s'attendre Ah oui, alors là on parle de gestion de patrimoine de société de gestion. C'est pour ça que ça change. Il y a les banques privées encore, c'est différent. Mais si on pourrait faire une fourchette dans ces domaines d'activité-là au démarrage. Alors après, il y a aussi, est-ce qu'on parle d'un étudiant qui va travailler à Paris, Londres, qui va travailler en région? Ça change, ouais. Donc il y a ça aussi. Ouais. Alors après, nous, les statistiques, c'était que je ne vais pas dire de bêtises. Donc c'était des statistiques qui datent d'il y a 5-6 ans. À la sortie de master, le salaire moyen, c'était 45. Ok. 45 à brut. Ok, donc en fait, full package, 45 à peu près. Full package, c'était vraiment le tout premier contrat signé. Voilà. C'est déjà très beau. En sortant du Master 2 à Aix-Marseille. Gestion de patrimoine. Management des risques financiers. Management des risques financiers, ok. En gestion de patrimoine, ils étaient un peu en deçà, il me semble. Mais je ne sais plus dire exactement combien. Ok. Mais voilà, c'est vraiment la donnée du premier contrat signé post-études. Voilà. Sur une moyenne d'une promotion. Sur la moyenne d'une D'accord, donc 46 000, c'est quand même déjà de très très beaux salaires. Et puis je pense aussi ça peut être pour les personnes peut-être, alors je ne sais pas au niveau des horaires, mais c'est quand même plus, on va dire, facile que par exemple ceux qui veulent aller en M&A, qui vont pouvoir faire peut-être des nocturnes comme on dit. Donc ça peut être un super bon compromis d'avoir quand même un très bon salaire et avoir une vie aussi à côté. C'est sûr qu'en gestion de patrimoine, on ne fait pas les mêmes horaires qu'en M&A. Voilà. Faut toujours apporter son salaire au temps passé. Et au taux horaire, au temps passé complètement. Tant que vous êtes salarié, du moins. Mais évidemment, on intègre le variable quand il y en a un. Mais en tant que gestionnaire patrimoine, l'intérêt de ce métier, c'est effectivement de démarrer en tant que salarié, de négocier un variable. Et au bout d'un certain nombre d'années, en fait, il y a beaucoup de gens qui se mettent à leur compte. Mais c'est dès l'instant où ils ont gagné en fait, en âge pour avoir de la crédibilité vis-à-vis des clients. La confiance. La seule difficulté, c'est que c'est vraiment difficile de sortir de master et à 25 ans de se mettre à son compte. Complètement. Parce que vous avez ce petit problème de crédibilité vis-à-vis de votre nouvelle clientèle. Et malgré tout, il faut un minimum d'encours pour vivre correctement. Mais ça se fait totalement. Et puis, voilà, les CGP, c'est quand même une profession qui gagne bien sa vie. Et pour finir, un conseil d'investissement, un étudiant qui a peut-être 1 000 € à louer sur un portefeuille financier qui serait plus ou moins résistant pour gagner un petit peu du rendement, ça serait quoi tes conseils? S'il y a une action qui est intéressante, des ETF, l'or par exemple, ça serait quoi si tu devais faire à louer en pourcentage un portefeuille plus ou moins résistant et intéressant Donc ceci n'est pas un conseil. Voilà, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Disclaimer, on mettra, mais oui. On mettra quelque chose. Alors, si vous avez, la première question, c'est quand aurez-vous besoin de cet argent? C'est vraiment la toute première question. Alors, je reformule. Alors, comment quelqu'un qui veut passer son argent, les questions qu'il doit se poser, et ensuite comment, du coup, en pourcentage sur son portefeuille, qui serait intéressant pour lui.
Donc voilà, la première question, c'est au moment où vous investissez, alors on va prendre l'investissement coté, admettons. La première question, même si c'est un investissement coté, c'est-à-dire que vous pouvez l'investir et le ressortir à tout moment, la première question, c'est malgré tout, quand est-ce que vous aurez besoin de cette somme? Est-ce que vous pouvez en avoir besoin demain matin si votre voiture tombe en panne? Oui, ne le mettez pas en action. Vous le mettez à la limite sur du monétaire, quelque chose de très sécurisé, votre livret A ou un livret A un peu boosté. Parce que le premier risque, malgré tout, même sur les marchés actions, c'est le risque d'illiquidité combiné au risque de marché. C'est-à-dire que vous avez placé votre somme, malheureusement, il y a eu peut-être une guerre, vous avez investi il y a un mois et demi, puis là, il y a une guerre qui éclate. Vous avez selon ce sur quoi vous avez investi, vous avez peut-être déjà perdu 5, 10, 15%. Voilà. Et l'idée, ce serait de dire, aujourd'hui, votre voiture tombe en panne, vous êtes obligé de retirer, et donc vous matérialisez la perte. Donc ce risque-là, c'est le premier risque quand on investit sur les marchés actions. Donc la somme, au bout de combien de temps? Si c'est 1 an, 2 ans, c'est peut-être un peu court. Et en fait, l'idée, c'est de dire, si je pense que je n'ai pas besoin de cette somme pendant 4-5 ans, ok, je peux investir notamment sur des produits un peu risqués. Donc ça peut être de l'or, de l'action. Et en fait, c'est quand l'échéance se rapproche. Donc plus l'échéance l'échéance c'est le moment où j'ai besoin de retirer mon argent se rapproche, plus je vais réduire la poche action et augmenter la poche soit obligataire, soit monétaire. Et donc pour quelqu'un qui a un horizon de placement un peu cohérent, qui a l'âge, on va dire, nos âges, majeur, complètement. Majeur, etc. Et encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement. On peut tout à fait se placer en or, en action. Alors évidemment, on ne combine pas les ETF S&P, les ETF MSCI World, parce qu'il y a une superposition, une intersection complètement énorme. Donc voilà. Encore une fois, si vous n'y connaissez pas grand-chose, on reste sur des indices. On ne va pas chercher des actions spécifiques. Il y a un risque de casse beaucoup plus élevé. Voilà ce que je peux dire. Et si votre échéance est plus courte, soit des ETF obligataires, ou de fonds même obligataires qui fonctionnent bien, ou carrément du monétaire plus. Mais ça, ce que moi je voyais beaucoup sur les réseaux, un peu un portefeuille, 40% d'or, et peut-être 20% en obligations, et le reste en actions, ça peut être quelque chose de plus ou moins cohérent qui semble... Ça peut être cohérent. Sur l'or, il faut quand même faire attention à ce que l'ETF que vous sélectionnez soit couvert contre le risque de change. Pareil sur les ETF exposés, par exemple un ETF S&P 500, parce que dans votre performance, si vous n'êtes pas couvert, vous avez certes la performance du sous-jacent, mais aussi la performance de la devise. Et on l'a vu sur certaines années, vous pouvez avoir un S&P qui fait plus 18, la monnaie dans le mauvais sens, et vous faites plus 2 en euros, donc pas d'intérêt. Complètement. Ok, donc faites attention, voilà, ce n'était pas un conseil d'investissement, mais si vous voulez investir votre argent, il y a plein de vidéos sur Internet et sur YouTube. En tout cas, si tu avais un dernier mot à la caméra à faire passer, que ce soit pour les étudiants, si tu as un dernier petit message. Et puis, alors, un conseil pour les étudiants, ce que je crois, moi, c'est qu'il faut le plus rapidement possible mettre les mains dans le cambouis. Donc, soit trouver un stage, soit faire un maximum de projets de son côté. Mais en tout cas, mettre réellement en pratique ce qui peut vous sembler théorique dans vos cours à l'école ou à la faculté. L'idée, c'est en fait vraiment de vous imprégner de ce qui se passe, d'aller lire, peut-être si vous orientez sur de la gestion côté, d'aller lire un petit peu ce que c'est qu'en fait un fonds d'investissement, comprendre comment ça fonctionne, un petit peu de la documentation légale qu'il y a autour du fonds, et de vous maintenir surtout à jour sur l'actualité macro, géopolitique, etc. Ok. En tout cas, merci beaucoup Baptiste pour cette vidéo. Je tiens aussi, s'il y a des alumni d'Aix-Marseille Université en commentaire, n'hésitez pas à vous signaler ou m'envoyer un message sur LinkedIn ou sur Instagram. Et puis avec plaisir, on essaiera de faire des vidéos. C'est vrai que le but aussi de cette chaîne, c'est d'aller à la rencontre de nos alumni, des professeurs, des gens qui sont déjà sur le marché du travail pour pouvoir essayer de donner un maximum de valeur pour les étudiants. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, abonnez-vous, partagez. Allez vous abonner aussi aux apéros de la finance. Je mettrai le lien en description. Et est-ce que tu as une prochaine date? Je ne sais pas quand est-ce que la vidéo sortira, mais si tu peux dire, c'est tous les mois à peu près. C'est à peu près tous les mois. En ce moment, on est un petit peu sous pression, mais je pense que le prochain sera en mai. De toute manière, on communiquera. Donc je mettrai encore une fois le lien en description. Et puis, je vous dis à la prochaine pour la prochaine. Ciao tout le monde.